Bonsoir à tout le monde, tous mes amis qui sont venus là pour écouter des choses qui m'ont intéressé parce qu'elles m'ont été mises sous le doigt et sur l'œil. Et je voudrais d'abord, avant de commencer, remercier le père Jean-Michel de Terragon pour les scans des images que vous allez voir. Madame Thérèse Van Damme, qui a fait le PowerPoint, et Agnès Artaud, qui a fait la belle affiche et qui a organisé les choses, comme vous savez. Mon traitement va porter sur 3 points d'inégale longueur. D'abord, la découverte, rapidement. Ensuite, le rouleau de cuivre, déchiffrement et restauration. Et ensuite, les résultats escomptés. La découverte. Vous avez là une vue générale en couleur, faite par les franciscains au milieu des années 50, que Michele Piccirillo m'avait transmise. Elle est intéressante dans la mesure où vous voyez le site de Qumran dans un désert, ce qui a été pendant des milliers d'années. Et actuellement, tout a changé. Donc, vous voyez la Jordanie, la mer Morte à un niveau plus haut qu'actuellement, le rivage sans les plastiques, hein. Il n'y a pas de bitume encore, il n'y a pas de route, le Wadi Qumran, le site, la falaise marneuse, la ruine, la grotte, les grottes 7, 8, 9, 4, 5, 10, la 6 est un peu plus loin. Ensuite, vous avez le cimetière principal, le cimetière nord, à quelques minutes de marche, et là, le coin pour se couvrir les pieds. La photo est prise un petit peu en avant de la grotte 2, la grotte 1, la grotte 11 et la grotte 3, plus au nord. Voilà pour la vue générale. Il n'y a pas encore toutes les constructions pour le business en rentrant au site. Au printemps 1947, un bédouin de la tribu de Tahamire gardait un troupeau de chèvres sur le plateau de Qumran. Parti à la recherche d'une chèvre égarée dans la falaise, fatigué, il lance des cailloux dans un trou. Une de chèvre point n'en sortit, mais des bruits l'intriguèrent, il eut peur. Le lendemain, il revint avec son cousin, muni de cordes et d'une lampe. Ils entrèrent dans la grotte et y découvrirent 8 jarres intactes avec leurs couvercles, vides, sauf une avec des rouleaux de cuir enveloppés de lin. Ils emportèrent 3 rouleaux et laissèrent le lin sur place. Après la guerre de 48, la Légion arabe de Jordanie, le capitaine belge de la mission onusienne Philippe Lippens, identifièrent la grotte des Bédouins fin janvier 49. Du 15 février au 5 mars, le département des antiquités de Jordanie, les BAF, le Père de Vaux, et le musée archéologique palestinien partirent fouiller la grotte et en retirèrent de la céramique cassée et des fragments de manuscrits. Des fragments appartenant à 3 rouleaux emportés par des Bédouins y furent identifiés. Des fragments de la règle de la guerre, des fragments de l'apocryphe de la Genèse et un fragment de la règle de la communauté, authentifiant ainsi la provenance des rouleaux trouvés par les Bédouins. Tandis qu'en décembre 51, les archéologues menaient une campagne de fouilles à Ribet Qumran, qu'un sondage par le Père de Vaux en 49 avait mis en rapport avec les trouvailles de la grotte, les Bédouins découvrirent des manuscrits au Wadi Mourabaat, environ 25 km au sud-est de Jérusalem. Le Père de Vaux repartit en campagne du 21 janvier au 3 mars 52. Les Bédouins explorèrent à nouveau les anfractuosités de la falaise de Qumran et découvrirent des fragments écrits dans une grotte au sud de la précédente, désormais grotte 2 des manuscrits. Milik est à l'entrée de la grotte. À peine rentré de l'expédition au Wadi Mourabaat, de Vaux, le musée palestinien et l'American School de Jérusalem inspectèrent du 10 au 20 mars les trous et cavernes de la falaise calcaire de Qumran sur 8 kilomètres. De Hadjar Esba au nord, qui est la limite de la tribu de Juda et de la tribu de Benjamin, à Ras Feshra au sud.
les grottes, c'est la grotte 8 qui est devenue la grotte 3. Pirasfecha est ici. Ils ont fait cette exploration pour ne pas être, encore une fois, devancés par les Bédouins. Plus d'une vingtaine de grottes contenant de la poterie semblable à celle de Qumran, ou encore plus ancienne, furent fouillées. Le 20 mars, la petite équipe supervisée par un boursier de l'Académie, à l'EBAF, Henri de Contenson, fit une découverte inattendue. Dans la grotte 8 ou 3 en manuscrit, une des plus éloignées au nord, à environ 2 km du site, ils découvrirent au-delà des jarres écrasées par le plafond effondré, des fragments de peau, PEAX, écrits, et contre la paroi nord-ouest, à l'entrée de la chambre arrière, 2 rouleaux de cuivre, posés l'un au-dessus de l'autre, non protégés et quelque peu érodés, en particulier le rouleau supérieur. En été 52, des fragments sont en vente au marché des antiquités. Ils seront attribués aux grottes 4 et 6 dès le 22 septembre par le père Deveau et Milik, qui identifie lui-même et fouille la grotte 5, toute proche de la grotte 4, de la terrasse marneuse. Des dizaines de milliers de fragments furent extraits de la grotte 4 par les Bédouins d'abord, puis par les fouilleurs. Pour publier cette masse énorme de manuscrits, fut constituée une équipe internationale et interconfessionnelle de 8 savants, plusieurs envoyés par des institutions qui avaient contribué à l'achat des fragments. Lors de la 4e campagne de fouilles au printemps 55, on découvrit les grottes 7 à 9, au sud de la falaise de la ruine de Qumran, et la grotte 10 à l'ouest de la grotte 4. Enfin, au début de l'année 56, les Bédouins, explorant la moindre fissure de la falaise, vous savez que la terre tremble assez souvent dans la région, découvrirent la grotte 11 au sud de la grotte 3, dont l'entrée avait été bouchée par l'érosion à une époque ancienne. Point 2, le rouleau de cuivre. Ouverture. Dès la découverte, on procéda à un léger brossage des rouleaux avant de les enduire d'une fine couche de celluloïd dessus dans l'acétone. Les lettres en repoussé au verso permettaient d'identifier des bouts de listes, des bouts de phrases, des textes, d'un texte en hébreu non biblique avec des signes, et de lire une liste de cachettes d'après Milik et d'après le professeur Karl Georg Kuhn, de passage à Jérusalem en septembre-octobre 53. Il a écrit une note dans la revue biblique. Pour en savoir plus, il fallait ouvrir les rouleaux. Or, le cuivre très oxydé ne permettait pas un déroulement, contrairement à un rouleau de peau ou de papyrus, après quelque temps d'humidification. Comme le musée palestinien ne pouvait tout fournir de solution, le père Deveau fit appel à des experts. Il envoya à différents laboratoires étrangers des fragments détachés non inscrits. Les analyses montrèrent que le métal était du cuivre à peu près pur, 1% d'étain, mais entièrement oxydé. Il ne permettait aucun déroulement. À ces jugements autorisés s'ajoutèrent d'autres non sollicités et parfois surprenants. Je cite, « Des États-Unis parvint une lettre d'un prophète qui conseillait de tremper les rouleaux dans de l'huile, puis de les chauffer au four. Alors, ils s'ouvriraient d'eux-mêmes et révéleraient le texte que ce prophète avait lui-même écrit. » Fin de citation. Le docteur Planderleth, directeur du laboratoire du British Museum, indiqua comme seule solution le découpage du rouleau en bandes. Mais, pour éviter une telle opération chirurgicale, le professeur Corvin de la Johns Hopkins University à Baltimore proposa de remplacer progressivement l'oxyde par du métal pur, qui serait ainsi à nouveau malléable. Pour tenter ce procédé, le dit laboratoire fabriqua une réplique en cuivre, oxydée au même degré. Mais la méthode ne fut pas assez concluante et le professeur Corvin estima qu'elle comportait trop de risques pour être appliquée. Il ne restait plus qu'à découper les rouleaux.
Le professeur Baker du College of Science and Technology de l'Université de Manchester était très intéressé par l'opération. Le petit rouleau lui fut envoyé en 1955 et le second en janvier 1956 quand on apprit le succès de l'opération. Tout fut achevé dans à peu près un mois de travail et il en a donné un rapport très détaillé dans la publication. Les bandes furent remises au musée d'Amman dans un support conçu par eux à Manchester, accompagné de la copie du texte préparé sous sa direction par sa nièce qui ne connaissait pas l'hébreu. Dès le 1er juin, un communiqué publié simultanément en Jordanie, Angleterre, États-Unis et France annonça l'ouverture des rouleaux et donna les premières informations du texte gravé. Milik, à qui avait été confiée l'édition, en donna un déchiffrement complet dans la revue publique en 1959. L'édition officielle, livrée à la presse en 1959, parut à Oxford en 1962 dans le volume 3 de Discoveries in the Judean Desert of Jordan. En 1960, parut à Londres une édition pirate par Jean-Marc Allegro, qui avait assisté Baker lors du découpage du seul petit rouleau. Pour effectuer le découpage, Baker fabriqua un appareil inspiré de la scie pour scier un tronc d'arbre, en disposant le rouleau fixé sur un chariot à crémaillère qu'on peut déplacer sous la scie au bout d'un bras articulé. Avant toute opération, la surface était nettoyée et renforcée par une couche d'araldite comme adhésif, afin d'éviter au mieux un effritement du métal. Baker essaya d'éviter au maximum d'endommager les lettres ou les jambages de lettres sous le passage de la scie, mais ce ne fut pas toujours possible, d'où quelques cas de lecture disputés. Des photographies furent prises avant et après chaque opération, mais elles ne furent pas publiées, simplement en microfiche à la fin des années 90. Et les segments furent numérotés par leur séquence, en tout 23 segments. Le déchiffrement. En déchiffrant les 12 colonnes du rouleau, Milik en souligna les particularités, l'écriture, les chiffres, l'orthographe, la langue de l'hébreu populaire, les sites et les monuments, l'auteur et son œuvre fondée sur une transcription et une traduction. Sa copie part de celle réalisée à Manchester, mais retouchée çà et là d'après les originaux au musée d'Amman. Dans la publication, il ne le dit pas, mais il a ajouté des petits fragments écrits qui ne jointent pas avec les morceaux entièrement conservés, et on ne sait pas très bien comment il faut les disposer. Il n'a jamais mentionné la chose clairement. Il mit en œuvre une très grande érudition pour comprendre ce texte unique parmi les manuscrits de Qumran. Le graveur transcrivit un texte qu'il disposa en 4 colonnes par feuille sur 3 feuilles, d'abord rivetées à la place des coutures d'un rouleau en cuir, avec une page de garde de 6 cm munie d'un trou carré à son centre. C'est tout à fait. Il usa a priori de 2 types d'instruments, d'après Milik. Un burin à pointe mousse d'environ 0,5 mm de large et de 4 mm de long, et un burin d'environ 2 mm pour les traits recourbés. Le graveur a parfois corrigé son texte en insérant une lettre oubliée en surcharge ou par-dessus la ligne ou même en dessous. Ici, c'est en surcharge, ici, Sholoshi. Ici, il a ajouté au-dessus, et ici, il a ajouté en dessous. Quelques exemples. Mais il n'a pas toujours distingué, évidemment, les formes finales des lettres ou les formes médianes, usant parfois des formes cursives. L'écriture du type hérodien se situe au mieux entre 25 et 75 de notre ère, d'après la fine analyse paléographique du professeur Frank Moore-Cross dans la publication officielle. Vous avez, c'est les 2 copies du rouleau de cuivre dans l'évolution de l'écriture.
Pour Milik, le graveur n'est probablement pas l'auteur du texte, dont une copie plus détaillée est cachée à Tel Korlit, comme le précise la dernière entrée, à la colonne 12. On y reviendra. Fin connaisseur de Jérusalem et de sa région, par suite de visites ou de pèlerinages ou autres, l'auteur l'est encore davantage de Jéricho et de sa région, si bien que Milik en a fait un habitant de Jéricho, un Jéricontain, mais pas un Essénien de Qumran, bien que les rouleaux aient été déposés dans une grotte avec des manuscrits esséniens. Compte tenu des sommes fabuleuses cachées qui semblent renvoyer au trésor du temple, Milik en a fait un témoignage émouvant et idéalisé de la foi de son auteur après la ruine du temple, un catalogue de trésors imaginaires relevant du folklore déposé entre les deux révoltes, entre 66-70 et 132-135, donc environ vers 100 de notre ère, bien après la chute de Qumran. Allegro, qui assista Becker lors du découpage du seul petit rouleau et en fit une transcription, se targua d'être le premier à en donner une édition. Dans un compte rendu de la Revue biblique en 61, le père Deveau écrit qu'il n'y avait pas été autorisé par les autorités compétentes. Son déchiffrement diffère en plusieurs points de celui de Milik, et il en a fait un inventaire réel par des zélotes au printemps 68. Aussi, il monta 2 expéditions en décembre 59 et en mars-avril 60 pour une chasse au trésor à Qumran même et aux grandes tombes juives dans la vallée du Cédron, sans découvrir de trésors, mais en faisant de gros dégâts archéologiques dans les sites, en particulier au devant de la Néphesh de Zacharie. Un renouveau porté à ces rouleaux, quelque peu oublié, vint une longue note de Barkin Pissner, un bénédictin de Monsillon, en 83, paru dans la revue de Qumran, où il croyait pouvoir identifier des sites dans le Golan. Plusieurs études se succédèrent alors, chacune avec des rouleaux et des résultats fort divers. Nouveau traitement par EDF. Depuis leur découpage et l'expédition au musée d'Amman, les rouleaux demandaient une révision suite à des cassures mal réparées lors de manipulations, suite au vieillissement des adhésifs utilisés. Là, vous avez la photo de Zuckerman dans les années 80. Vous voyez qu'il y a des fragments détachés et il y a des joints qui sont plus bien en place. Les antiquités de Jordanie lancèrent un appel d'offres en 93 et l'ambassade de France alerta les BAF qui en avait été l'inventeur. Le père Jean-Baptiste Humbert transmit au directeur des antiquités à Amman l'adresse du mécénat EDF qui disposait d'un important laboratoire technique et scientifique du traitement du cuivre. Laboratoire qui avait fait un remarquable travail de restauration du brasero omeyyade des fouilles de l'Ebaf à Mafraq. Un contrat fut signé le 16 novembre 1993 et les rouleaux furent remis au laboratoire EDF Valectra qui procéda d'abord à un état des lieux, puis, avant tout traitement, à une série de radiographies au rayon X de chaque segment, prises sous 3 angles différents compte tenu de leur courbure. Milik, contacté en 1994 pour assumer la supervision épigraphique, était alors souffrant et il ne voulut pas se déplacer au laboratoire à Saint-Denis. Et il déclina l'invitation. On fit appel alors à l'épigraphiste de l'EBAF et éditeur du lot de manuscrits hébreux et araméens de la grotte 4 confié à l'abbé Jean Starky. Au cours des 3 courtes missions en 1994 et 1995 au laboratoire Valectra à Saint-Denis et en 1996 à la direction des études et recherches d'EDF à Chatou pour la numérisation des photos au rayon X et la mise à plat du texte. Je pus examiner les radios dans les meilleures conditions, mais, sauf cas difficile, rarement les originaux alors en traitement. Là, vous avez, pour une fois, les originaux dans leur socle. Au moins un fragment. Les techniciens avaient dissous tous les collages et autres adhésifs du laboratoire de Manchester et décollé les innombrables morceaux à nettoyer et numérotés, avant de les recoller patiemment. Ce traitement de re-restauration
et de consolidation devaient être aussi réversibles pour une conservation durable du document. Une dernière série de photographies au rayon X fut prise alors après le traitement. Mais j'ai réalisé mon examen du rouleau sur la première série des rayons X, bien avant la finition des travaux qui ont duré plus de 2 ans. Afin d'avoir une idée la plus exacte possible du rouleau, je demandais au technicien, dès 1994, un estampage de chaque segment pour une remise à plat de chaque feuille. Ma demande, j'en conviens, était très exigeante, mais elle m'était nécessaire pour un relevé précis du texte sur la demande expresse de Marc Albouy, directeur du mécénat EDF, qui voulait à tout prix un nouveau relevé. En effet, le relevé permettrait d'apprécier les dimensions des lacunes, et il y en a qui sont importantes. La décision prit quelque temps, car les objets, même restaurés, étaient d'une excessive fragilité. Imaginez l'épaisseur du métal, en fait le cuivre est tellement oxydé qu'il n'en reste plus ou presque plus. Le collage des joints porte sur des surfaces très très fines, moins d'un demi-millimètre, et devant mon insistance, une solution fut enfin trouvée par des techniciens, Noël Lacoudre, Régis Bertolon et Jorge Vasquez. Il fallait un matériau léger, souple, assez liquide, qui épouse toutes les aspérités et creux de la surface, neutre au contact du métal oxydé, sans y adhérer ni attaquer la surface oxydée, léger, appliqué avec un pinceau très souple sur chaque segment reposant sur un socle en polystyrène de même configuration, à cause de la fragilité du nouveau collage des joints. Chaque prélèvement malléable pouvait ainsi être mis à plat, et ceux des segments d'une même feuille, posés côte à côte à une distance d'environ 0,5 mm, soit l'épaisseur de la scie, on retrouverait ainsi assez bien la surface de la feuille originale. Les techniciens d'EDF Valectra en ont alors profité pour en faire des reproductions par galvanoplastie. D'abord prendre un moulage positif en plâtre des estampages négatifs en silicone, puis fabriquer un bassin à la dimension des moulages où tremperait le nouveau moulage négatif en silicone dans une solution cuivrée, une fois recouvert d'une fine couche de graphite, plombagine, conductible comme cathode pour l'électrolyse. Les électrons du cuivre en solution se poseront alors sur la surface enduite du moulage négatif. Cela prenait plusieurs jours à température et voltage programmés. Ainsi ont été faits les 4 tirages positifs de chaque feuille du rouleau, beaucoup plus épaisse que l'original, environ 3 mm, avec une fidélité de l'ordre de la dizaine de microns. Les premiers tirages est le plus précis, car le plâtre n'étant pas d'une matière dure, les aspérités finissent par s'éroder quelque peu et perdent en précision à chaque nouveau moulage négatif en silicone, ce qui explique les seuls 4 moulages pour Amann, EDF, Le Louvre et les BAF. Et les plaques sont devant moi ici. Les originaux, préparés dans leur socle individuel, furent remis à la Jordanie lors d'une séance de présentation des travaux au musée du Louvre, présidée par Sa Majesté la reine Nour al-Hussein le 11 mars 1997. Troisième partie. Pour quels résultats? D'abord, les radiographies donnent un excellent aperçu de la gravure des lettres et des chiffres, de leur exécution, des corrections, bref, de l'habileté du graveur. Et les relevés graphiques m'ont fermement convaincu que la gravure était l'œuvre d'un seul graveur, non de 2, 3 ou même 25 mains différentes, comme l'avait proposé une communication à un congrès à Manchester à la fin des années 90. J'ai dû refaire 3 fois ces relevés, donc à force, on s'habitue à la main du scribe. Les photographies au rayon X, la galvanoplastie et ses photos, la numérisation des radios ont chacune donné les résultats escomptés. Les savants disposent maintenant d'une excellente documentation pour une étude du texte. Des modules
rectangulaire en haut des premières colonnes, le graveur passe à un module plutôt carré en bas des colonnes, puis à une gravure de plus en plus réduite avec des formes cursives, des oublis et des corrections plus nombreuses, comme s'il était pressé d'en finir, mais il avait certainement le souci de pouvoir disposer d'une surface suffisante pour graver tout le texte dans la dernière colonne de la troisième et dernière feuille rivetée. C'est pourquoi la dernière colonne est beaucoup plus cursive. Le graveur, que certains ont qualifié de maladroit, me paraît être malgré tout un bon scribe, recopiant sur un support dur un texte rédigé sur peau ou papyrus qu'il avait sous les yeux, d'où quelques erreurs visuelles, répétition de mots par exemple. Il a manifestement préparé les 3 feuilles de cuivre comme les feuilles d'un manuscrit de dimension en tout comparable à celle du grand rouleau des hymnes de la grotte 1, disposé en 4 colonnes. Ceci est très intéressant. Le rouleau des hymnes de Qumran de la grotte 1 a 7 feuilles, chacune 4 colonnes. Les colonnes ont une égale dimension, sauf une. Ici, c'est la deuxième, parce que le scribe avait d'abord divisé en 4, mais il avait oublié qu'il fallait une marge de chaque côté. D'où il réduit soit la deuxième, soit la troisième avec 1,5 cm environ pour la marge. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate, en dehors de la feuille de la page de garde, les 4 colonnes de ce rouleau de cuivre ont la même dimension et les colonnes correspondent exactement par leur dimension. Celle-là est large, celle-là est plus étroite et elle est la même dimension. Là, c'est un peu déformé à cause de la mise en page de tout, mais c'est exactement la même dimension et ça sur les 3 feuilles. C'est bizarre. Donc je pense qu'il est clair que le graveur connaissait fort bien la pratique des scribes de la communauté de Qumran. On ne trouve ça que dans le rouleau des hymnes à Qumran. Au point de passer pour un de ces scribes graveurs. Le petit rectangle au centre de la page de garde n'est pas pour suspendre le rouleau de 2,30 m à une porte pour affichage, comme le supposait d'abord le père Deveau. D'abord, la lecture des lignes à la verticale serait difficile. Ça supposerait une porte énorme de 2,30 m, et puis en bas, il faudrait se mettre à 4 pattes pour lire les dernières lignes. Ni même pour être disposé à l'horizontale, sans d'autres traces d'attache, il n'y en a qu'une au départ, il n'y en a pas d'autres, ni même pour maintenir le document fixé à une planche, comme le pensait Milik. C'est peut-être bon pour la première colonne, mais après, ce n'est plus possible pour les autres 3 qui sont déjà rivetés ensemble. Ce trou, cette attache, avait pour but d'insérer une lanière de cuir pour maintenir le rouleau, le document enroulé. Voilà une trace ici de la manière d'attacher une lanière de cuir. Le graveur essaya lui-même de le rouler en commençant par la fin comme il est habituel. Compte tenu de la difficulté, les rivets de la 3e feuille ont cédé, car les plaques obtenues par martelage n'ont pas une épaisseur régulière, estimée entre 0,25 et 0,5 mm. Donc il a commencé par le petit rouleau, la fin, les rivets ont cédé, et il a continué par le grand rouleau. Le début du texte est à l'intérieur. C'est très intéressant de remarquer ça. Il continua d'enrouler donc les 2 autres feuilles rivetées en commençant par le début. Ainsi se dévoile, à mon avis, la personne qui les a gravées, qui les a roulées et déposées elle-même dans la grotte 3, disposant le petit rouleau et la fin du texte sous le grand rouleau, contenant le début du texte, de sorte que le découvreur saurait par où commencer le déroulement et la lecture du texte gravé. En outre, comme l'a noté le père Deveau, leur dépôt dans la grotte au plafond bas est très probablement antérieur à celui des 35 jarres et couvercles et autres objets qui, dressés, ne permettaient pas d'aller déposer les rouleaux au fond de la première chambre. Vous avez là la jarre 7 de la grotte 8,
8, c'est la grotte 3 en fait, en manuscrit. Elle fait 70 cm de hauteur, plus le couvercle, vous voyez un peu la hauteur des jarres. Cette indication matérielle s'accorde pleinement avec la datation paléographique du professeur Cross. Il me paraît définitivement acquis que le rouleau appartient à la communauté essénienne et qu'il a été déposé avec les autres objets et écrits esséniens peu avant la chute de Qumran en juin 68, comme l'a écrit le père Deveau. Manifestement, en tout cas, le rouleau n'a pas été gravé pour être affiché et lu de tous, mais bien dans un autre but. Pourquoi une telle liste gravée sur une matière aussi onéreuse? Une première réponse est donnée à la fin du rouleau, la dernière entrée. Je lis. Dans la fosse qui se trouve au nord de Korlite, dont l'ouverture est cachée par les tombeaux, à son entrée, un double de ce document-ci, avec sa description et leurs mesures et l'inventaire de tout un chacun. En effet, la copie sur métal est supposée se conserver plus longtemps que sur peau ou papyrus, des supports périssables. Et on a retrouvé assez souvent maintenant dans des tombes des petites lamelles en cuivre, très fines, encore qui sont tout à fait bien conservées et lisibles. Elles sont très très fines. Donc le métal se conserve mieux. Et la grotte 3, en manuscrit, la plus éloignée du site, était censée être une cachette plus dissimulée que les grottes environnantes pour déposer ce dernier texte, non sans quelque importance pour la communauté essénienne, lui-même caché par-delà les nombreuses jarres dans la première chambre. Le moulage a permis d'obtenir des mesures plus exactes de la longueur totale du rouleau, riveté évidemment, environ 2,29 m, 2,30 m, soit 10 cm de moins que l'estimation de 1,40 m de Milik. Les radiographies, principalement pour une étude plus précise, et les moulages pour le relevé, m'ont permis de réduire de 64 à 61 la liste des entrées, de remettre en place quelques fragments déplacés et mal disposés à Manchester, en particulier celui-ci. Il avait été proposé sur le bord, sans aucun lien, on avait mis beaucoup de colle derrière et un petit tissu, et on n'arrivait pas à déchiffrer ce mot. Mais si on le met en place, on déchiffre tout de suite. Et j'ai corrigé bien d'autres lectures. La dimension des lacunes maintenant connues autorise aussi quelques propositions de restauration selon la phraséologie du texte. L'examen des photographies avant le découpage a aussi permis de compléter des lignes, textes non pris en considération par mes prédécesseurs, en particulier le bas de la colonne 10. La colonne, vous ne voyez pas ici, mais il y a une espèce de petite fente, et ce petit fragment-là a disparu, nulle part. Or, en le lisant à l'envers, vous arrivez à le mettre là. Donc j'ai pu lire ces deux lignes un peu mieux, et surtout retrouver la mention d'un tombeau de Sadok. Et Sadok a une grande importance dans les manuscrits de Qumran. Ainsi obtient-on un texte plus complet et proche de l'original. Toutefois, cela ne résout pas toutes les difficultés du texte unique. Chaque entrée donne une cachette, les dépôts et leur quantité, et de rares instructions pour les retrouver. Sans titre ni introduction, la liste commence par une cachette dans la vallée d'Akkor et autour de Jéricho-Korlite, puis dans la partie orientale de Jérusalem, sans jamais la nommer, comme si la ville était gouvernée par des opposants, un grand prêtre illégitime, ce qui se comprend fort bien de la part des Esséniens, coupés des Sadducéens et des pharisiens. Puis, l'auteur revient à Korlite. Les 15 premières cachettes sont sous la responsabilité de 7 personnes. N'oubliez pas que les 7 personnes, dans la communauté chrétienne de Jérusalem, on a institué 7 diacres comme responsables pour le service. Ici, vous en avez 7. En grec. Ce ne sont pas des symboles inexpliqués, comme il a été prétendu. L'usage des doubles noms est bien connu à l'époque. Par exemple, un Maccabée 2, 2, 5,
Je cite, Jean appelé Gadi, Simon appelé Tassi, Judas appelé Maccabée, Éléazar appelé Aoran, Jonathès appelé Aphus, ou bien encore les Actes des Apôtres, 12, 25, 13, 1, Jean surnommé Marc, Simeon appelé Niger, les Évangiles, Simon appelé Pierre, Jude appelé Thaddée, et dans les documents araméens de Bar Kokhba, disons aux alentours de 100 ou 120 de notre ère, Joseph surnommé Zaboudos, Judas appelé Ctousion, Judas surnommé Kimber, etc. Ensuite, des noms grecs en plein, puis abrégés en 4, 3, 2 ou même une lettre, sont attestés aussi dans un tombeau près de Césarée maritime, daté de la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère, contemporain du rouleau de cuivre. Donc ici, vous avez les premiers à 2 lettres, Kenidaios, Kageros, Enikios, Théoboutis ou Théodoros, Théodotos, Didyme, Diodoros. Vous pouvez et ensuite Skeas ou Skopas. Vous pouvez trouver beaucoup de noms. Donc ce sont des noms des responsables de ces 15 premières entrées importantes. La liste reprend ensuite par la vallée d'Akkor de nouveau, Korlite, et des localités toutes proches, Dok, Andiuk, Kosiba, Asla, jusqu'à Sokoka et ses environs, puis le Cédron, la région de Bethléem, le Wadi Natouf, Beit Hakerem, entre autres, et je signale que des tombes esséniennes ont été trouvées dans la région de Beit Hakerem, pour les Esséniens de Jérusalem, évidemment. La vallée des tombeaux, à Jérusalem, Bir Ayoub, source de Siloé, monument d'Absalom, tombeau de Salok, un tombeau commun, les 2 piscines, les remparts de l'Est et quelques autres monuments. Puis 3 localités en Samarie, Garizim, Bethshan et Bézek entre les 2. Enfin, un double à Korlite. Cette liste n'est pas sans intérêt car elle fait connaître des lieux d'occupation essénienne, outre la communauté de Qumran-Sokoka. On avait déjà des indications par Flavius Joseph et Dion Chrysostome de la présence d'Esséniens le long de la mer Morte. À noter le nom de Sokoka, Qumran, qui est mentionné 4 fois dans ce rouleau et une seule fois dans Josué 15:61 comme la frontière orientale de la tribu de Juda. Le père Deveau avait identifié Qumran à Ir-Amélar, la ville du sel. En fait, la ville du sel, elle est actuellement à Tel el-Rouer et Tel plus au sud, entre Qumran et Engedi. Elle touche carrément la mer Morte. On connaît une occupation essénienne et Korlite est mentionné 5 fois, pour la première fois dans ce rouleau de cuivre. On connaît une occupation essénienne à Tel el-Sultan Korlite par les fouilles de Kenyon et de Crystal Bennett. Mais Jérusalem n'est jamais mentionné. Aucune cachette en Galilée, ni dans le Golan, ni dans la Shéphéla, au sud de la Galilée, au sud de la Judée, je veux dire, ni Hébron, ni Engedi, et on sait qu'au sud d'Engedi, il y a beaucoup de grottes où il y a eu beaucoup de dépôts de cachettes à la deuxième révolte juive. Le contenu des cachettes. Un coffre d'argent, des vases, des lingots d'or, l'offrande de l'année sabbatique, une dîme disqualifiée, des éphodes, des talents, des barres d'argent, des vases d'argent et d'or, des situles, des coupes, des patères, des aiguières, au total 609 vases, des vases de l'offrande et des vêtements, 2 marmites pleines d'argent, une urne contenant le livre et de l'argent en dessous, des vases de l'offrande et des livres avec la mention « ne les déchire pas », des barres d'argent et 4 statères, de l'argent d'offrande, tout ce qui s'y trouve est consacré, des ustensiles, 20 coupes de l'or, des vases de l'offrande avec la quantité 6 joints, tout est consacré, des vases de l'offrande de cèdre et de pin avec la quantité 6 joints, des vases d'offrande d'aloès et d'épineux avec la quantité 6 joints, des cruchettes, un coffre avec tous ces vases, des vases d'or et de l'offrande, des vases non spécifiés, des talents d'or et d'argent et des espèces non spécifiées. Cette liste énumérée en séquence en vrac, beaucoup de dépôts, relève de la pratique religieuse d'un groupe. Offrandes, dîmes, éphodes, vêtements, divers vases liturgiques, livres, divers aromates, tout est consacré et des quantités des espèces trébuchantes et sonnantes. De l'or, 302 talents
talents et 165 lingots, de l'argent, 62 talents et 19 barres, et des sommes non spécifiées en bronze, 5300 talents et 20 mines. Il est probable que la plupart des vases et les vêtements sont ceux que les prêtres et lévites emportèrent avec eux lors de leur exil au désert en 152, avant notre ère. Ils ne quittèrent pas le temple les mains vides, emportant aussi des rouleaux des divers livres pour préserver l'héritage des pères. Les offrandes, dîmes et autres sont les contributions des membres de divers groupements esséniens au cours des 2 siècles de leur mouvement. On sait par la règle de la communauté que lors de l'admission définitive d'un candidat, l'intendant inscrivait à son nom sur un registre les biens qu'il apportait. Un ostracone, retrouvé à Qumran en 96, mais publié bien plus tard, rapporte la vente de la propriété de Honi. Le document, il y a le joint. Ça, c'est ma copie manuelle, et vous avez la traduction en italique, c'est mes restaurations. La deuxième année à l'accomplissement de son temps, à Jéricho, a vendu Honi, fils de X, à Éléazar, fils de Narmani, son serviteur, cette propriété, le bassin d'eau, les canalisations, la maison et les limites de la maison, et les vergers, et les figuiers, les grenadiers, les palmiers dattiers, et tout arbre fruitier. Il s'en est dessaisi, et il lui a vendu tout ce qui est à lui, les produits de la récolte, et se monta le total de la vente à X. Et Honi reçut de l'or et de l'argent, et il fut satisfait avec ce prix. Le cœur de son serviteur fut satisfait avec ce prix. A payé Éléazar à Honi X talents d'or et d'argent, 70 cycles, pour cet achat. Puis il y a une lacune, ont été inscrits l'or et l'argent dans le livre par l'intendant de la communauté. Ceci n'est pas inintéressant quand on sait que dans la communauté de Jérusalem, on vendait les biens, on donnait l'argent pour les pauvres, et vous savez ce qui est arrivé à Anani et Saphir, ils n'ont pas tout donné, il leur est arrivé quelques malheurs. Le professeur Yardeni, spécialiste de la paléographie, date cette écriture, la vulgaire, de la période 1B finale de Vaux et le début de la période 2, autrement dit entre 50 avant Jésus-Christ et 0 avant Jésus-Christ. Sans doute, les sommes imposantes en or, argent et non spécifiées ne laissent pas d'étonner. Toutefois, il apparaît clairement qu'on ne peut pas lire la séquence Kaf-Kaf comme l'abréviation de Kikarim, talent, à la suite de Milik et de bien d'autres, car dans une même ligne, à la colonne 10, ici en bas, souligné en rouge, vous avez les 2 séquences. Kaf-Kaf, 20 et 20, 20 et 20, 80, de l'or, des talents, Kikarim, en entier, 2. Donc, vous voyez, l'abréviation est là en plein, donc ça ne peut pas être 2 fois la même chose. Or, la séquence Kaf-Kaf est connue à l'époque perse déjà pour signifier karch, 10 centimes si vous voulez, modernement. Et c'est connu aussi ensuite à Morabaat, entre 100 ou 150 après Jésus-Christ. Le karch vaut 10 cycles et le talent 300 karchines. Et il existe à l'époque un cycle lourd du sanctuaire de 11 grammes 4 et un cycle léger. La redevance annuelle au temple au 1er siècle s'élevait à une didrachme par personne ou à un statère au tétradrachme pour 2 personnes, d'après Matthieu 17, 24 et 27. Cette lecture donne un total de peu le quart, dépassant de peu le quart de celle précédemment estimée, et de l'or 302 talents et de l'argent 62 talents en quantité bien plus réduite. A-t-on affaire à des dépôts réels ou fictifs? On sait les interprétations opposées de Milik et d'Allegro. En comparant les revenus annuels des parties du royaume du dernier testament d'Hérode le Grand, guerre 2 et Antiquité 17, à ses fils, Antipas 200 talents, Philippe 100 talents, Archélaüs 400 talents dans la guerre et 600 talents dans les Antiquités, sa femme Salomé 60 talents, et ses 2 filles 500 000 drachmes chacune, soit environ 1000 talents.
Les sommes obtenues dans le rouleau de cuivre sont comparables aux revenus annuels du royaume d'Hérode pendant 4 années. Une quantité, somme toute, bien plus raisonnable que ce qu'on avait précédemment estimé. Les quantités sont-elles pour autant vraisemblables ou légendaires? La réponse est difficile, mais la découverte récente d'une courte inscription à l'entrée de l'église de Sainte-Anne apporte une information inespérée. La nouvelle lecture de la colonne 11, ligne 12-15, écrit ceci. Dans le complexe des 2 réservoirs, dans le réservoir, quand tu entres dans son plus petit bassin, des vases d'offrande d'aloès, d'offrande d'épineux, avec la quantité auprès d'eux. Les grands réservoirs de l'époque hellénistique, sous le grand prêtre Simon, vers moins 200 avant notre ère, étaient en partie détruits. Et quand les croisés ont reconstruit l'église de Sainte-Anne, ils ont d'abord réutilisé les blocs de pierre taillés trouvés sur place. Par un heureux hasard, les maçons n'ont pas caché la face du bloc du redent médian droit, du pied droit de l'archivolte droite de la porte centrale, où est gravée une courte inscription. Celle-ci a été repérée en 2015 par un père blanc qui surveillait le site, entre midi et 2 heures, quand le soleil éclaire bien, et le père Franz Bauen me la signala aussitôt. Je l'ai fait un estampage et j'ai publié de notes dans la revue publique en 2016. L'inscription dit ceci. Isaac a gravé et il a caché ou scellé un trésor. La dimension du bloc est celle des blocs de la digue centrale entre les 2 bassins, d'après les mesures faites par le père Rosé et Marie-Pierre quand ils ont fouillé de nouveau dans les années 90. Cette courte inscription est unique en ce qu'elle confirme le dépôt d'un trésor scellé à cette même époque, correspondant à une entrée de la liste du rouleau de cuivre. Et par là même, elle confirme le lien étroit des occupants de Qumran et des Esséniens de Jérusalem. Elle infirme, par la même occasion, l'interprétation fictive de la liste, ce que déjà le genre littéraire extrêmement dépouillé ne favorisait pas, sans aucune introduction ni autre indication. Le père Deveau était favorable au dépôt du rouleau dans la grotte avec les manuscrits antérieurement ou lors du dépôt des nombreuses jarres, avant la chute de Qumran en juin 68. Son interprétation se trouve encore une fois confirmée, malgré d'autres propositions qui cherchent péniblement des parallèles bien loin d'être probants. Voilà brièvement présenté le point actuel sur ce rouleau. L'ostracone et cette inscription, c'est après que j'ai fait le travail pour EDF. Donc ça confirme d'autres choses. Grâce à l'excellente restauration des techniciens d'EDF et à la publication grandement illustrée parue en 2006. Après ce mécénat, EDF donne cette information. Aujourd'hui, 10 ans après nos essais, un nouveau rouleau de cuivre n'aurait plus à être découpé comme en 1955. Les prises de vue radiographiques et l'imagerie 3D, avec les moyens évoqués ci-dessus, permettent de mettre virtuellement le document à plat. Volume 1, page 142. Voilà. Merci de votre attention.